Alors, je continue ici dans mon explication un petit peu du fonctionnement des systèmes de régulation de chauffage, donc en particulier sur les réseaux de chauffage. Alors, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à m'organiser dans ma tête, en fait, pour avoir des explications correctes, de ne pas tout apporter d'un coup. Donc, les retours éventuellement que vous pourriez me faire sur la pertinence des sujets que j'aborde, bon, c'est toujours intéressant. Alors, la théorie, on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est que la puissance nécessaire à un bâtiment est proportionnelle à l'écart entre la température ambiante du bâtiment et la température extérieure. Donc, en général, on dimensionne, si le bureau d'études a bien fait son boulot, on dimensionne une puissance installée qui est dimensionnée pour un point de fonctionnement en fonction de la température extérieure. Hein, donc, on va dire en général moins 10 degrés, moins 7 degrés. Voilà, on a dimensionné les radiateurs pour que dans le régime d'ambiance, dans le régime de fonctionnement du radiateur, et on a cette valeur. Hein. Par exemple, on peut estimer que pour le bâtiment, moi j'ai pris cette valeur-là un peu, on avait estimé qu'il fallait 20 kW pour moins 7 degrés, et on a installé 20 kW de radiateur dans un régime 75, 65, 20 degrés, c'est-à-dire 75 degrés à l'entrée du radiateur, 65 en sortie, et 20 degrés de température ambiante. Voilà, si si ce que je raconte un petit peu sur le radiateur pose problème, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai une toute petite vidéo de 5 minutes pour parler un peu radiateur. Alors du coup, bah voilà, l'idée, ça serait de dire qu'en fonction de la température extérieure, donc je vais avoir une puissance qui va être plus ou moins importante, et donc d'autant plus importante que la température extérieure est basse. On va retrouver notre point à 7 degrés, je vais revenir un petit peu en arrière, notre point à 7 degrés, moins 7 degrés, donc 20 kilowatts, et bien évidemment, 75 degrés, ben on peut mettre un petit peu plus pour chauffer. Et donc, on a la notion de courbe de chauffe qui apparaît ici, donc une température de départ. A priori, on peut prendre ça en fonction de la température extérieure. C'est un petit peu ça qu'on retrouve sur les régulateurs ici, donc Siemens, ici le vieux, donc c'est même pas Siemens, hein, c'est Landis+Gyr, qui l'ancêtre un petit peu avant que Siemens rachète cette boîte. Et donc on a la courbe de température, vous voyez, qui apparaît ici sous la forme de deux petits curseurs qui montent et descendent. Alors elle est inversée, hein, parfois on la voit comme ça, elle est inversée pour avoir une courbe qui monte et non pas une courbe qui descend. Vous voyez, la température extérieure, elle baisse là, hein, au fur et à mesure que on avance vers la droite. Hein. Et donc, on a deux curseurs ici qu'on règle. Donc, apparemment, les installateurs adoraient cette façon de régler la courbe de chauffe parce qu'il y avait un côté extrêmement visuel. Et ici, on réglait les consignes confort et économie. Donc, par rapport à 20 degrés, on mettait soit plus 2, soit moins 2 par rapport à voilà, la température de 20 degrés qui était choisie ici comme point de bascule. Voilà. Du coup, quand ils ont fait leur nouveau régulateur, donc sur la série RVL suivante, bah, ils ont gardé ce système-là. Et en réalité, on peut régler ces deux points-là à l'intérieur du régulateur. Et pour avoir discuté avec des gars de Siemens, ils m'ont dit qu'ils étaient déçus en fait d'avoir fait ce choix. Alors c'est sûr. Le nouveau régulateur prenait la place de l'ancien, quasiment, voilà, la même connectique, la même taille, mécaniquement ça rentrait. On pouvait remettre la courbe de chauffe pareil. Par contre, il y avait des anticipations de chauffe, des constantes de temps du bâtiment, il y avait pas mal de paramètres supplémentaires qui étaient disponibles. Et en fait, personne n'allait les utiliser. Donc, en fait, leur régulateur était sous-exploité parce que on restait trop dans cette optique de juste régler une courbe de chauffe. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de parler de la courbe de chauffe, et l'objectif des vidéos suivantes, c'est de parler des paramètres supplémentaires qui sont disponibles. Alors un radiateur, comme je l'ai dit, il est donné pour un point de fonctionnement ou un régime, par exemple, le régime 75, 65, 20, ça signifie que le radiateur, il aura une puissance qui est donnée. Pour une eau qui arrive à 65 degrés, elle repartira à 65 degrés si la température ambiante est de 20 degrés. Hein, voilà, donc ce qui permet de dimensionner le radiateur. L'idée, c'est donc de piloter la température des radiateurs en fonction de la température extérieure pour apporter la puissance nécessaire dans l'installation. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, dans nos réseaux de chauffage, avec une baie de 23 voies, on peut réguler la température du départ, ici avec une température de chaudière qui varie. Ici, on va faire un mélange entre la température de retour et la température de la chaudière.
Et on va avoir la température de départ qu'on veut. Donc on va pouvoir piloter finalement une température de départ qu'on rendra dépendante de la température extérieure. C'est ce que fait le régulateur climatique, par exemple, le régulateur de chauffage, de circuit, voilà. Ça nécessite un bâtiment dont l'ensemble des pièces ont été correctement dimensionnées, avec les radiateurs, une puissance installée, donc il y a des calculs de déperdition thermique, et ça nécessite qu'à l'installation, on ait posé les bons radiateurs, et qu'on les ait pas changés un petit peu à droite, à gauche, en mettant une surpuissance, en mettant des choses comme ça, parce que là, à ce moment-là, on aura des pièces qui seront surchauffées et d'autres sous-chauffées. Alors après, il faut agir sur les radiateurs pour les équilibrer et remettre un petit peu la même puissance dans chaque salle. Bon, c'est pas l'objet de cette vidéo. Et donc, on a la notion, comme je l'ai montré avant, la notion de courbe de chauffe qui apparaît, où on a une température de départ, ici en ordonnée, en fonction de la température extérieure. Et donc là, cette courbe, elle est linéaire et on va avoir des régulateurs à l'autre. Alors soit, comme je l'ai dit, les deux points de fonctionnement qui peuvent être donnés, avec les deux curseurs, là, comme je voyais, soit une pente qui va être donnée, par exemple, et on a toujours l'idée que quand il fait 20 degrés à l'extérieur, on fait circuler l'eau à 20 degrés parce qu'on n'a pas besoin d'amener de la chaleur, et on a donc un point de dimensionnement de l'installation qui est obtenu. Alors ce point, il n'est pas facile à avoir. En réalité, je reviendrai un petit peu plus tard sur son réglage. Forcément, on a une limitation. Il y a un moment donné, il faut dire, on va pas mettre de l'eau à 110 degrés où ça a pas de sens. Même 90 degrés, c'est déjà très élevé. Alors, dans des vieilles installations, on avait des régimes de température qui étaient élevés parce qu'il fallait à tout prix éviter la condensation, donc on allait sur des températures hautes. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. On veut absolument la condensation. On fait attention aux enfants. Voilà, on peut avoir une limitation de température à 60 degrés, par exemple. Donc là, j'ai mis une valeur élevée. C'est pas la valeur. Voilà. Je suis parti sur quelques bases. Alors le problème, c'est que le radiateur, le corps de chauffe d'un radiateur, donc ce sont des phénomènes assez complexes. Il y a de la convection, il y a de la conduction, il y a du rayonnement, en fonction de la forme du radiateur, en fonction de son matériau, en fonction d'un tas de choses. Il va avoir un échange de thermique entre l'eau qui circule dans le radiateur et l'ambiance, qui dépend donc de la température ambiante. Ici, c'est 20 degrés que j'ai pris. Du régime dans lequel a été calculé le radiateur, donc ici quand j'ai pris 75-65, donc ça fait le delta régime sur 2, ça fait 70 degrés, c'est en gros la température moyenne du radiateur. Et puis la température effective du radiateur avec une température de départ et une température de retour, donc ça me donne la température effective du radiateur, et on a ici une puissance NH. Et donc, ce NH, il a différentes valeurs en fonction du radiateur qui peuvent aller de 1,1 voire moins. À ce moment-là, on voit qu'on a une puissance, ici je suis resté à 20 kW en puissance nominale pour avoir des chiffres qui restent à peu près cohérents. Donc quelque chose qui est légèrement comme ça. Et si on prend une autre valeur extrême, on voit que c'est pas du tout linéaire. Donc si on a une courbe de chauffe qui est linéaire, on va pas être bon. On va pas être bon. Alors les valeurs du corps de chauffe, le NH, alors le coefficient peut porter un autre nom suivant, là c'est la valeur, c'est le nom qui est donné par Siemens. Voilà, si on a un chauffage par le sol, on a 1,05, 1,1. Sur des radiateurs plats, donc on est autour de 1,3. Les radiateurs, suivant la norme DIN 4703, c'est 1,3. Et si on a des convecteurs, on va être entre 1,25 et 1,45. C'est pour ça que j'ai pris des valeurs un petit peu 1,1, 1,5 pour les valeurs extrêmes de NH. Et donc, si j'applique ça à mon système, je me rends compte, si je me mets à une valeur ici, je me rends compte que je ne suis pas bon. Là, j'ai la puissance ciblée. Et si j'ai une courbe de chauffe qui est linéaire, je me rends compte que j'ai pas assez de puissance au départ et que j'en ai un petit peu trop après. Vous voyez. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Ça veut dire qu'il faudrait remonter la courbe de chauffe avant et la baisser un petit peu après. Voilà. Donc, si on veut être bon, alors à ce moment-là, dans les régulateurs plus évolués, alors si je prends le régulateur RMH 760B, puisque je suis sur cette gamme Simco de Siemens, mais on va trouver très probablement des choses avoisinantes sur les régulateurs. Donc, on va avoir toujours notre point 20 degrés, 20 degrés. 20 degrés en température extérieure, donc 20 degrés en température de départ.
Et on va avoir notre point de dimensionnement, le deuxième point de la courbe de chauffe, alors ici donné à moins 10 degrés. Voilà, et on va avoir donc la courbe linéaire ici. Ça, c'est la courbe linéaire entre les deux. Alors ensuite, Siemens, il nous dit que pour améliorer la linéarité de l'ensemble, donc il va rajouter une courbe non linéaire de la courbe de chauffe pour linéariser en fait la puissance émise par les radiateurs en tenant compte du coefficient NH. Alors ils considèrent, et ça c'est eux, hein, là je ne fais que ressortir la doc, hein, qui on va prendre donc sur l'écart entre ces deux points. Dans le régulateur, on rentre ces deux points, hein, là, il va considérer que ça c'est 100%. Il va en prendre un petit tiers, donc il va prendre 30%, et il va faire un calcul sur le point ici pour le surélever. Donc il va surélever le point ici par rapport à la courbe linéaire, et donc il a un petit calcul qui est donné. Donc ici, si je prends la valeur linéaire, je suis à 32 degrés, et il fait une surélévation de consigne qui est donnée. Donc consigne de température de départ, mais 32 degrés, moins 20, fois la valeur de NH moins 1, et ça lui donne une valeur, donc qui est surélevée, et après il met deux segments pour avoir sa courbe. Donc en fait, il fait pas réellement une courbe non linéaire, il surélève un petit point ici, et après il travaille deux segments, soit je suis avant, soit je suis après. Alors pour que ça marche bien, il faut avoir à peu près les valeurs ici autour de, être quand même sur des valeurs, une plage assez grande, hein, parce que forcément si on met nos deux points autour de 20 et 10 degrés, ça se passe là et après c'est plus bon. Après évidemment, hein, si on n'est pas à moins 10 mais qu'on est à moins 7, à moins 5, ça passe. Par contre c'est sûr que si on met 5 ou 10 degrés, c'est pas bon, hein. Sur le deuxième point de la courbe de chauffe, on n'aura plus la correction de la linéarité. Ce qui n'est pas grave si on a des corps de chauffe qui sont des coefficients NH, donc pour un plancher chauffant, typiquement, là c'est pas trop gênant. Ce qui est plus embêtant quand on a une courbe de 1,3, ce qui est assez courant, ce qui est la valeur par défaut du régulateur aussi. Alors voyons un petit peu comment ça marche. Je reprends ma petite courbe ici, donc la puissance ciblée en bleu, la puissance réelle, et lorsque j'applique à la courbe revue mon système, je vois que je suis beaucoup plus proche de la courbe réelle. Alors, il y a toujours un petit écart qui se fait ici après. Alors, ce n'est jamais parfait, et de toute manière, avec un système comme ça, il ne faut pas s'attendre à une régulation pile poil. En tout cas, on voit quand même qu'on est nettement meilleur, et on est surtout nettement meilleur dans cette zone-là, sachant que la zone ici, entre moins 10 et moins 15 degrés, bon, en tout cas en France, on n'y est pas souvent, hein. Donc, on voit quand même que dans la zone des moins 5 degrés, moins 10 degrés, 20 degrés, on est plutôt bon. Alors, c'est bien beau tout ça, mais comment obtenir les deux points de la courbe de chauffe? Alors, soit on a des données constructeurs d'installation qui nous disent voilà, ça c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de placer le point, alors de le choisir au début un petit peu élevé et de le baisser. Alors, il faut attendre plusieurs jours, hein, à chaque fois, et de le baisser d'un degré, jusqu'à ce qu'on ait finalement les températures souhaitées dans le bâtiment. Donc, ça demande du temps. C'est pour ça que c'est pas quelque chose qu'on peut réellement demander aux installateurs et que c'est plus à l'exploitant de le faire. Il y a des économies d'énergie sensibles à faire derrière parce que ça évite de surchauffer, et quand on surchauffe, les utilisateurs ils régulent en ouvrant les fenêtres. Donc typiquement, on voit bien à partir du moment où les gens arrêtent d'ouvrir les fenêtres, c'est que les températures sont bonnes, hein. Voilà, et puis après, il peut y avoir des réglages locaux pour équilibrer en fonction des radiateurs. Donc c'est quelque chose qui demande du temps et qui n'est quasiment jamais fait parce que, encore une fois, on manque de compétences locales et de temps aussi pour faire ce genre de choses, qui demande pas énormément de temps en fait, hein. C'est un réglage de courbe et une observation qui demande en fait des pratiques et de l'organisation. Il faut faire ça quand le temps est plutôt, il faut faire ces mesures quand le temps est plutôt froid, donc les températures autour de 0 voire négatives, et que le temps est couvert pour ne pas être perturbé par les apports gratuits que sont le soleil. Et il faut un bâtiment dans son mode de fonctionnement normal. Je l'ai fait, moi, sur nos bâtiments de la ville, et les économies derrière sont sensibles pour un truc où on ne fait que toucher des boutons. Voilà, c'est pas super compliqué. Après, il y a une autre méthode, alors qui consiste à enregistrer. Alors, j'y reviendrai. On a un coefficient de correction
pour fixer la température ambiante. En fait, je le montrerai dans la vidéo suivante. On peut imposer la température ambiante. Et donc, l'idée, ça vient corriger la courbe, en fait, si on est en écart par rapport à la température ambiante et on peut mettre un coefficient assez fort pour forcer. Alors, c'est pour ça qu'ici, alors, sur cette courbe, qu'est-ce qu'on a? On a la température extérieure, là en bas. On a la température ambiante qui a été fixée à 21 et quelques degrés, 21,5 de mémoire. On a la température de départ du réseau de chauffage et la température de retour. La température de retour, on l'a subie. Ça permet de voir à peu près quel est l'écart. Ici, on voit un écart autour de 5 degrés. On pourrait se dire que c'est un petit peu faible. On cherche plutôt les 10 degrés, mais enfin, d'un autre côté, on est autour de 10 degrés de température extérieure, ce qui n'est pas excellent. Mais en tout cas, ça permet donc de regarder sur plusieurs jours. Ici, on a 3 jours. Sur 3 jours donc de temps couvert avec la température, on voit qui monte, qui descend. On va pouvoir faire la température moyenne extérieure qui est à 9 degrés, avec une température ambiante moyenne qui est à 21,4 et la température de départ moyenne qui est à 47. On va renormer tout ça pour décaler la courbe vers le bas pour redescendre à 20 degrés. Et donc, on va avoir que pour une température extérieure de 7,6, il faut en moyenne 45,6. Et donc, on peut placer ce point. On va pas placer ce point parce que, comme je l'ai dit, à 7,6, il est pas bon. Moi, j'ai un petit tableau Excel. Je mets la température de départ avec mon coefficient NH, donc qui calcule tout ça bien comme il faut. Et je modifie la température de départ à moins 10 degrés. Et je regarde, quand à 7 ou 8 degrés, j'ai ma température autour de 45-46 degrés. Voilà. Et donc ça me permet de placer mon point à moins 10 degrés, parce que comme j'ai dit, il est important qu'il soit autour de moins 5, moins 10 degrés, et qu'il soit pas à 10 degrés. Là, ça ferait une mauvaise courbe de chauffe, et on aurait donc une régulation qui n'est pas bonne du tout. Voilà pour l'explication de cette histoire de courbe de chauffe. Donc, si je résume un petit peu, ce qui est important, c'est de rentrer le coefficient du type de corps de chauffe. Ça, c'est sûr qu'en particulier, si on a un plancher chauffant, alors là, il faudra vraiment faire attention, sinon on a une surchauffe. Mettre la valeur de 1,3 pour la plupart des radiateurs, sauf si on a des spécificités au niveau de ces choix de ces radiateurs. Le coefficient est aussi donné par le constructeur de radiateurs, donc il faut aller chercher dans les docs techniques. Il nous donnera ce coefficient, donc c'est aussi pour ça qu'il faut installer donc dans un réseau de chauffage les mêmes radiateurs, le même type de radiateur, parce que si on commence à mélanger, ça vient perturber un petit peu tout ça. Donc, bien mettre le coefficient NH, bien régler le premier point à 20 degrés, et le deuxième point, donc là, c'est un peu plus compliqué, donc ça se fait soit directement par la puissance de dimensionnement, c'est un premier point. Dans tous les cas, on s'affranchit jamais d'une vérification que ça marche, et qu'il faut pas réajuster un petit peu la courbe. Mais bon, une fois que c'est fait, et qu'on y a passé, encore une fois, on augmente un peu la courbe, on regarde ce qui se passe, on vient mesurer la température dans les bâtiments, on attend une période de l'année où on sait qu'on va avoir 1 semaine ou 2 semaines de temps couvert, et voilà. Là, c'est le moment de dire, je vais ajuster ma courbe de chauffe. Donc ça le fait bien. Et à partir de là, quand on a des réseaux de chauffage qui sont réglés, et on n'aura plus les utilisateurs qui vont ouvrir les fenêtres. Alors sauf plein soleil, sauf apport gratuit, etc. On verra dans la vidéo suivante comment on peut s'affranchir de ces problèmes-là. Mais en tout cas, le signe qui doit alerter, c'est quand les utilisateurs ouvrent les fenêtres, lorsque les températures sont basses et que le temps est couvert. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, on verra donc la partie réglage de la régulation de la 23 voies, et on verra aussi des paramètres importants, c'est-à-dire, pour l'instant, on a un peu vite regardé cette histoire de température extérieure, on a des histoires de constante de temps du bâtiment, et on verra un petit peu tous ces éléments-là.